we had to do was follow the damn train, CJ. Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix du Qatar qui a eu lieu sur le circuit de Losail et nous enregistrons l'épisode au moment où la course s'est terminée. Alors, j'ai avec moi deux personnes aux réactions un peu plus différentes, aux humeurs différentes. J'ai avec moi François Carignan, un modérateur du groupe Facebook La Monoplace. Salut François. Salut Abdou, salut l'autre personne. Et l'autre personne en question qui est super content, je pense que vous le devinez, c'est Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Alors, je pense Max t'a remis la monnaie de ta pièce, hein? Tu pensais qu'il allait perdre en fin de semaine, hein? Je me rappelle. Ouais, parce que allez écouter l'épisode du 200e cette semaine. J'ai pas été tendre envers Max. Mais, bon. Vous allez comprendre parce que je vais tout de suite vous donner le classement. Donc, Max Verstappen a remporté l'épreuve devant Oscar Piastri et Carlos Sainz monte sur le podium. C'est un deuxième podium pour lui, un deuxième podium pour Williams cette saison et deux podiums de plus que Lewis Hamilton cette saison. Let that sink in. Lando Norris est quatrième, Kimi Antonelli est cinquième, George Russell est sixième, Fernando Alonso septième, Charles Leclerc 8e, Liam Lawson 9e et Yuki Tsunoda 10e. Et on a perdu deux pilotes, Nico Hülkenberg et Ollie Behrman. Alors, sans plus tarder, on va commencer par le coup d'éclat de ce Grand Prix. C'est la victoire de Max Verstappen qui fait en sorte que le championnat se jouera à Abu Dhabi avec maintenant un écart de 12 points qui séparent Lando Norris de Max Verstappen. Messieurs, la victoire s'est jouée pendant la période de la voiture de sécurité avec les deux McLaren qui ont décidé de rester au puits alors que tout le monde, à l'exception d'Esteban Ocon aussi, ont décidé de s'arrêter et là-dessus, c'est ce qui a scellé l'issue de l'épreuve. Je vais commencer avec Marc-André. Oui, tout à fait. C'est ça qui a scellé l'épreuve parce que puis c'est fascinant dans des décisions comme ça où toi-même, tu es assis dans ton salon puis tu n'es pas un expert, là, puis tu sais très bien ce qui va arriver. Fait que ça me rentre pas dans la tête qu'encore une fois, il y a des écuries qui font des erreurs comme ça. On avait vu ça dans le premier championnat de Max avec Lewis qui, une fois, n'avait pas rentré. Puis, ou Ferrari qui le fait souvent. C'était là une logique de rentrer dans des moments comme ça, surtout quand tout le monde le fait. Puis quand tu es en contrôle de ta destinée, tu fais tout pour justement garder ce contrôle-là. Puis si McLaren était rentré à ce moment-là, il aurait contrôlé à 100% ce qui arrivait. Même si Max décidait de ne pas rentrer, Max aurait rentré éventuellement, aurait dû changer ses pneus éventuellement, il aurait gardé le contrôle. Là, c'est comme si il avait lancé une pièce de monnaie par terre, puis il ne savait pas où elle allait atterrir. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis ils se sont retrouvés dans le trouble, surtout avec une obligation de changer leurs pneus à 25 tours médium en raison de la température, comme la FIA l'a demandé. Ça donnait encore plus une difficulté de réussir une telle stratégie. En plus, ils ont remis des médiums parce qu'il aurait pu même y aller en dur à ce moment-là pour peut-être, mais ça aurait peut-être été difficile de se rendre jusqu'à la fin. Mais quelle mauvaise décision de McLaren qui aujourd'hui offre une dernière chance à Max Verstappen d'aller chercher le championnat. Leur destinée est entre leurs mains encore une fois. Il faut que Norris termine au maximum en haut de 4e, ce qui est quand même possible à Abu Dhabi, mais ça prend plus de niaiserie du côté de McLaren.
Merci beaucoup, Marc-André. François? Ben, je vais compléter un peu le point de Marc-André. Je pense que n'importe qui connaissait le règlement spécifique de cette course par rapport au règlement sur les pneus. Écoute, la voiture de sécurité est arrivée pile poil au tour parfait pour pouvoir s'arrêter, puis continuer, puis essentiellement pas être obligé de faire un troisième arrêt. Écoute, c'était comme les étoiles étaient alignées pour que ça soit juste comme OK, tout le monde s'arrête, that's it, that's all, il n'y a pas de. McLaren a essentiellement gamblé sur la possibilité qu'il y ait une autre voiture de sécurité entre cet événement-là et la première fenêtre obligatoire du 25e tour. C'était un pari stupide. Encore une fois, McLaren coûte des points à ses pilotes pour une énième fois cette saison, avec des mauvaises stratégies, des disqualifications, des bris mécaniques, comme on a vu Lando Norris à Zandvoort. C'est littéralement, je pense qu'il y a 2 pilotes McLaren, outre Piastri pendant cette période de 7-8 courses-là, ont fait à peu près le nécessaire pour gagner. Mais leur écurie les a laissés tomber. Puis pour revenir, je veux dire, c'était pas comme si jamais les 2 McLaren étaient 1 et 2 puis qu'ils n'avaient pas vu qu'est-ce que les autres avaient fait en arrière. Norris était derrière Verstappen, aurait pu le suivre, aurait dû le suivre en fait. McLaren aurait dû splitter dans le pire des cas, regarder un en envoyer un. Il n'y avait aucune raison de tout miser sur les 2. Il n'y a aucune personne avec un minimum de connaissances sur les stratégies de Formule 1, comme je dis, avec ce contexte spécifique d'utilisation des pneus sur cette course-là, qui peut justifier ce genre de décision-là. Ils ont littéralement gamblé sur une probabilité de quoi? Moins de 5% de voitures de sécurité dans une période très, très petite. Puis ensuite de ça, leurs pilotes ont juste essayé de réparer les pots cassés. Ça n'a pas marché. Je veux dire, oui, ils ont eu quelques petits moments chacun là, qui ont perdu des fractions de secondes ici et là. Mais c'était pas suffisant pour remonter. Au contraire, je pense même que Lando Norris aurait dû finir 5e si jamais c'était pas de ce petit snap d'oversteer de Kimi Antonelli que certains disent l'ont laissé passer. Non, regarde, c'est une erreur là. Norris en a profité, ce qui fait en sorte que maintenant un podium lui donne le championnat. Comme Marc-André dit, ça devrait pas être un problème à Abu Dhabi, mais on regarde comment est-ce que McLaren a géré la situation dans la deuxième moitié de saison avec ses mauvaises décisions stratégiques, les mauvais arrêts au puits, tout ça. Il n'y a rien de garanti. En tant que fan de McLaren, c'est frustrant de voir qu'un des 2 pilotes aurait pu être champion déjà fait. Ça aurait dû être réglé aujourd'hui et ce n'est pas le cas. Puis c'est pas de la faute des pilotes. C'est vrai. Là-dessus, c'est vrai que c'était pas la faute des pilotes, cette bourde stratégique. Mais il y a une partie de moi qui dit... Il y a une partie de moi qui dit Lando aurait pu faire un meilleur départ parce qu'il est parti deuxième. Ouais, mais ça s'est effacé du moment où ils ont décidé de rester hors des puits. C'est vrai. Ça s'est carrément effacé. C'est vrai. Il y a ça, mais dans un sens... Au contraire, le fait de se retrouver 3e lui aurait donné l'option de voir qu'est-ce que Max faisait. C'est comme un genre de très rare situation dans laquelle être derrière quelqu'un te donne la possibilité de réagir. Mais il n'a rien fait. Ils ne sont même pas servis de cette petite opportunité-là. Ben, c'est ça. Tu vois, ça aurait été un excellent moyen de justement profiter de... Splitter ou bien profiter de l'occasion pour faire un double stack comme on l'a vu avec plusieurs écuries qui ont fait un double stack. Certes, il y en a pour qui ça a fonctionné, d'autres qui se sont un peu emmêlés les câbles. Je pense entre autres à Mercedes, mais t'avais l'occasion de le faire. Et là, je suis pas surpris que Oscar Piastri soit à l'intérieur frustré
Ben, il est frustré déjà de base, mais quand on l'a mais vu... lui, c'est victoire. Lui, il regarde son championnat. Tu sais, tout le monde dit qu'il est encore dans le coup, mais je m'excuse. Non, c'est terminé. Ah. Il termine hors du top 5 puis que lui gagne. Ah oui, lui... C'est fini, là. Ouais, lui... En score, lui, ça prend une collision entre les deux puis que lui gagne. That's it. C'est à peu ça. près la seule situation. Et puis, justement, c'est drôle parce que juste avant l'épisode, on parlait de ça avec... dans un chat avec Carl Sousa Teixeira. Il faudrait carrément un scénario à la Abu Dhabi 2010 où Sébastien Vettel était troisième. Il avait obtenu la pole. Puis Alonso et Webber ont été fourrés stratégiquement. Puis Alonso s'était retrouvé derrière Petrov pendant le reste de la course. Fait qu'il faudrait un miracle de ce genre ou, comme tu le dis, François, un yeet entre Verstappen et Norris pour que Piastri le soit. Mais c'est difficile, voire même impossible de voir Piastri gagner le titre. Moi, un accident d'abandon mécanique de Norris et d'une course atroce de Max. Ouais. Puis tout ça résulte à la demande également de McLaren je me souviens plus c'était dans quel Grand Prix, mais de laisser passer Norris parce que Norris avait eu une erreur au puits. Je trouve que c'est là que ça a tout décalé la saison de Piastri. Il était dans une énorme forme à ce moment-là. On dirait que mentalement, il a été shaké, il a été secoué par le fait que visiblement McLaren ne lui donnait pas les clés de la victoire. Puis aujourd'hui, encore une fois, il se fait un peu avoir par son écurie. Ça doit être extrêmement frustrant. Écoute, j'ai rarement vu un pilote aussi fâché aux entrevues, là, puis il le montrait pas à moitié. Là. Je veux dire, il était vraiment, vraiment déçu. J'aimerais ça être un petit oiseau dans cette rencontre-là parce que probablement que ça va brasser pas mal entre tout le monde. Mais en même temps, ça peut pas brasser tant que ça parce qu'il reste encore une course puis la course, malheureusement, elle est la semaine prochaine. Donc, ouais, parce faut pas non plus qu'on tombe dans un... Et l'avantage McLaren. C'est un circuit qui exact. Oui. Ils partent avec comme... Max Verstappen part avec 2 prises et demie en ce moment. Ah oui. Si on regarde historiquement et d'un point de vue performance cette année, c'est un circuit qui, mais en même temps, Cador l'était aussi. Max Verstappen est le meilleur pilote au monde. Alors, il peut sortir un lapin de son chapeau anytime. Mais une victoire sera probablement pas suffisante. Mais en même temps, c'est drôle parce que en même temps, moi je pense, et évidemment il y a l'histoire de stratégie, mais Verstappen n'était pas dans le coup en fin de semaine. Puis comme vous l'avez dit, c'est un circuit qui favorisait McLaren, principalement Oscar Piastri. Mais le fait que Verstappen ait été capable, malgré tout, de tenir son bout et d'avoir réussi son départ, ça a vraiment aidé le Néerlandais à se donner une meilleure chance. Je dis pas que... Je pense toujours que Lando a une main sur le titre, quoi qu'il arrive à Abu Dhabi, mais le fait que depuis Zandvoort, outre le fait que McLaren se soit emmêlé les pinceaux, se soit carrément fourré dans plusieurs des cas, autant chez les pilotes que dans les stratégies, Max a été capable de garder la tête hors de l'eau. Et encore une fois, aujourd'hui, il se met dans une situation. Puis là, il est 13h25 heure du Québec. J'ai mon téléphone devant moi pour voir s'il y a entre-temps des nouvelles, parce qu'on peut toujours être au cours d'une nouvelle comme une disqualification. Imagine, hein? Mais non, ce serait une qualification de Verstappen ou de Piastri donnerait le titre à Lando Norris. Ce serait hilarant quand même. Ben, remarquez qu'on l'a déjà vécu au bulletin GP. Hein. François, tu étais là l'année dernière quand Russell a perdu sa victoire. On l'a appris en direct au moment d'enregistrer. On savait qu'il avait été sous enquête, puis 3 minutes après la fin de l'enregistrement, il avait été disqualifié, si je ne me trompe pas. Ouais. Quelque chose comme ça. Mais regarde,
Ça pour dire, avec les points, ça ferait avancer Lando à un niveau de points qui lui donnerait le championnat si jamais un des deux avait une pénalité ou une disqualification, quoi que ce soit. Là. Mais je pense quand même que McLaren doit avoir honte de la façon qu'ils ont géré la deuxième moitié de saison, peu importe comment ça se termine. Puis j'ai envie de dire, parce que j'écoute... avant d'enregistrer l'après-course de F1 TV qui est disponible sur YouTube même, Zach Brown a été interviewé par l'équipe de diffusion. Puis, si je peux résumer ça, on a pris une mauvaise décision. Les mots de Zach Brown, no shade Sherlock. Puis, Laurent Mekies sur Canal+, a dit que on s'attendait à ce que tout le monde s'arrête. Donc, même le clan Red Bull a été surpris que McLaren soit la seule équipe. Oh, ben, évidemment, j'exclus Esteban Ocon parce qu'il n'était pas dans le coup après ses pénalités. Après ses pénalités? C'est pénalité? Ouais, c'est ça que j'ai dit, c'est pénalité. J'insiste sur le multiple. Ouais, multiple. Le mine d'Esteban Ocon ne mourra jamais. Exact. Mais le fait que McLaren ait décidé de rester en piste, ben ça a surpris tout le monde. Je pense que ça a surpris 99% des gens. Fait que, encore une fois, c'était un gamble sur une deuxième voiture de sécurité ou un drapeau rouge parce qu'il y avait des débris qui étaient quand même assez avancés sur le circuit. Ouais. C'était rien de dangereux, c'était du foam. Fait que je pense que la décision du directeur de course de juste comme laisser ça là, puis avec l'effet de turbulence que les voitures ont fait, ça s'est tassé tout seul. Là. Ouais. Puis même au fond. André Stella a dit, et je résume globalement aussi, que ben ils ont laissé tomber les pilotes, surtout avec la double disqualification à Vegas. Donc, voilà. C'est ça. S'il y avait un livre à écrire sur la saison 2020, ce serait l'art de perdre un championnat assuré. Ouais. Regarde. Non, oui, c'est vraiment ça. Tu peux pas faire d'erreur comme ça quand tu as un Max Verstappen qui te court après aussi. C'est aussi le cas. C'est le meilleur pilote au monde, et peut-être même de tous les temps. Et probablement de tous les temps. Je veux dire, de plus en plus, on va être obligé d'aller vers là, malgré peut-être qu'il ne se rendra jamais à 7. Quand tu le vois travailler, quand tu le vois bagarrer, quand tu le vois faire tout ce qu'il fait, il rentre dans la discussion, puis donc, regarde à suivre s'il va être capable de terminer le travail. Regarde le nombre d'erreurs que les pilotes ont faites pendant la course. Tu sais, juste le nombre de sorties de pistes. Des affaires comme des oversteer, du understeer, toutes sortes de petits... Max, là, c'était droit, c'était régulier. C'était parfaitement sa voiture. Je serais curieux d'aller voir ces temps aussi qui doivent être super réguliers, super... ça doit être parfait, tu sais. On peut se demander qu'est-ce qui serait arrivé si Michael s'est arrivé un petit peu plus tôt dans la saison aussi. Puis, je veux juste ajouter aussi, avant de passer à un autre point, la présence d'Anna Schmidt sur le podium, je pense que c'est un beau moyen de la récompenser pour la décision, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui dit c'est de la shithouserie de l'envoyer, de dire tenez McLaren, c'est ça qu'il nous faut c'est ça qu'il vous faut pour gagner. Ouais, tout à fait. Elle n'a pas eu la job compliquée, là. Elle a fait comme tout le monde. Puis, ils ont fait exactement comme tout le monde par la voiture de sécurité. Puis, ils sont arrêtés quand le règlement le disait, là. Ils n'ont pas eu beaucoup d'aspects créatifs là-dedans, là. C'était très clair, le message qu'envoyait McLaren. Je l'ai vu sur le podium, j'ai fait well played, fair play. C'est même pas subtil. Exact. Et dans tout ça, je sais que le point focal de ce Grand Prix, ça a été cette bataille à 3 qui va se continuer d'ailleurs à Abu Dhabi. Mais il y a un pilote dont il faut parler, c'est Carlos Sainz qui se retrouve 3e. C'est son 2e podium de la saison, amplement mérité.
vraiment un bon week-end de sa part, malgré la petite frousse en qualification où, bon, c'était pas si pire, mais quand même, a bien joué sa part, puis à un moment donné, en fin de course, avec des problèmes sur sa voiture, il a résisté aux attaques d'abord Kimi Antonelli et de Lando Norris. Donc, vraiment, mention très honorable à Carlos Sainz pour son deuxième podium cette saison. Oui, ben Sainz était parti quoi? Il était parti 7e. Ouais. Moi, honnêtement, regarde, je ne m'attendais pas à grand-chose de la part des Williams ce week-end. Eux-mêmes le disaient, c'était pas vraiment un circuit. Ils disaient, je pense que Sainz disait dans son entrevue d'après-course que c'est peut-être même un des pires circuits pour la Williams tout court cette année. Ouais. Alors, de voir ce genre de résultat-là, c'est super intéressant. Albon à la porte des points, lui a eu un week-end vraiment difficile. Mais encore une fois, ça semble être Albon le plus constant, disons qu'il se retrouve dans le milieu de peloton. Tu sais, dans les positions 6-7 à 11-12, là, où Albon est pas mal toujours là. Mais quand il y a des résultats extraordinaires, ça semble être Sainz qui est capable de faire des coups d'éclat plus régulièrement. Mm-hmm. Mais plus... en fait, juste... C'est quand il y en a, c'est lui. Albon n'a pas vraiment peut-être ce côté closer-là, si on veut, ou encore n'a pas eu l'opportunité de le démontrer. Un autre qui a très, très bien coursé, malgré sa petite erreur, c'est Kimi Antonelli. Ouais. Moi, je trouve qu'il a vraiment bien fait. A croulé sur la pression peut-être un petit peu, mais le reste de sa course était impeccable. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Puis, Marc-André, pour continuer un peu dans le constat de François, je trouve aussi que Carlos Sainz, depuis peut-être plusieurs courses, voire même la deuxième, depuis le retour des vacances, il commence à être de plus en plus à l'aise avec Williams sur la manière de travailler. Puis, bon, oui, il y a eu Bakou où, certes, la qualification folle lui a donné un certain avantage, mais tu te retrouves pas... Oui, on peut dire il y a de la chance, mais tu te retrouves pas sur le podium d'abord par chance, mais tu dois aussi la créer. Et c'est ce qui est arrivé aussi ici au Qatar avec cette belle stratégie et même malgré la peur de la perdre même. Non, tout à fait. Ça a été du beau travail pour Sainz depuis le retour des vacances. Je trouve que c'est un pilote qui, effectivement, se sent un petit peu plus confortable. Tu sais, il n'a pas amassé énormément de points non plus depuis. Ben, oui, tu as quand même une troisième position. Si ma mémoire est bonne, une 5e position aux États-Unis. Additionné aussi à un podium aujourd'hui. Puis tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, si on regarde le classement d'équipe, ben, ce podium-là est quand même important dans le sens où ça a donné quand même une perspective à Williams d'avoir une avance suffisante sur Racing Bulls, sur V-Coib pour être certain qu'ils viennent pas Racing Bulls, effectivement, pour être sûr qu'ils viennent pas les rechercher malgré une énorme performance là, à Abu Dhabi, bien que ce soit bien surprenant. Je trouve que Sainz a peut-être retrouvé un petit peu sa magie, voir si la voiture va être bonne l'an prochain et si, premièrement, Sainz va être confortable aussi, parce qu'on dirait que toute la saison, il a cherché à être confortable dans cette voiture et on dirait qu'il n'a jamais réussi, sauf certains week-ends où justement, il allait chercher pratiquement la moitié de ses points dans la dernière moitié avec ses 2 podiums et sa 5e position. Ouais. Puis ça vient pas mal sécuriser la 5e place au championnat. Faudrait que Racing Bulls ait un double podium. Là. Je pense même que non. En fait, non, hein? Ouais. C'est mort. Ils ont 45 points d'écart. C'est mort. C'est mort, c'est ça. C'est un podium important. Tu sais. Ouais. Ça leur sécurise la 5e place au championnat. Évidemment, ils sont beaucoup trop loin de Ferrari. Là. Fait que je pense qu'on peut dire que la mission accomplie chez Williams. Puis Racing Bulls se retrouve à 12 points devant Aston Martin. Fait que,
Je pense que ça aussi, là, ça va être assez difficile pour Aston de remonter en 6e place. Là. Il faudrait un petit miracle. Ouais. Maintenant, je veux parler sur la décision parce que ça a directement impacté le Grand Prix, mais bon, on savait depuis 1 ou 2 semaines, voire même très longtemps, que ce Grand Prix du Qatar allait être une course à 2 arrêts parce que Pirelli a forcé les écuries et les pilotes à faire un relais maximal de 25 tours pour des raisons de sécurité et pour éviter des cas de crevaison comme on l'a vu depuis en fait les tout débuts du Grand Prix du Qatar en 2021. Bon, on a eu on ne sait pas encore au moment de parler qu'est-ce qui a pu causer la crevaison d'Isaac Hadjar, mais justement François et moi on a eu cette discussion brièvement quand on a regardé le Grand Prix. On l'a vu à Monaco, là on le voit au Qatar. Et ça a même été discuté pendant un moment, mais rejeté. Est-ce qu'une course à 2 heures, est-ce que 2 arrêts forcés, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce que moi, personnellement, je ne pense pas que ça change grand-chose sur le spectacle, tout dépendamment des circuits, mais j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Je vais commencer. Mais clarifions quand même qu'on parle de 2 arrêts et chacune des 3 gommes. Et non juste 2 arrêts obligatoires, là, comme dans le cas du Qatar où tu as 25 tours par stint. Abdou, ce qu'on parlait plus, c'est d'avoir l'obligation d'utiliser les softs, les médiums, les hard à chaque course. Ouais, exact. Moi, malgré tout, je suis pas vraiment d'accord. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit mieux. Parce que, encore là, tu risques de créer artificiellement des grands prix, même si c'est pour le spectacle. Alors, ce qu'on a vu au Qatar, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Oui, ça a changé grand-chose parce que là, c'est sûr, c'était plus une décision d'écurie, mais moi, je pense que pour moi, le spectacle n'a pas été affecté à cause, parce que c'est le Qatar, c'est un circuit qui n'est pas fait pour la Formule 1. Moi, je vais le dire très honnêtement, c'est pas un circuit qui est fait pour la Formule 1. Mm-hmm. Ouais. Moi, je pense que ça serait intéressant de voir une situation sur un vrai circuit où il n'y a pas de limitation de tours par stint. Sur un vrai circuit. Un autre circuit là, plus traditionnel comme, par exemple, Monza, Silverstone, Montréal, un circuit qui a déjà qui est un petit peu plus approprié à la Formule 1 moderne. Même je te dirais que Montréal, ça s'approche un petit peu du côté là, que le circuit est peut-être plus exactement à jour pour les standards modernes avec les voitures modernes, mais bref. Un circuit comme Brésil, un circuit comme je dis Monza, etc. J'aimerais vraiment voir ce que ça donnerait. Ça permettrait aux pilotes de pousser plus. Mais à l'inverse, tout le monde serait capable de s'habituer au fait que les stratégies, c'est juste que l'évolution des stratégies serait sûrement différente, mais dans l'application en général, je pense que les équipes s'habitueraient tellement que ça ne changerait pas grand-chose. Moi, j'ai toujours été un fan de l'idée d'obliger les pilotes à s'arrêter. Cependant, ce que ça crée, c'est une distorsion un peu dans les possibilités de décision. Parce que si tu décides de faire un seul changement de pneu, faut que beaucoup d'aspects de caractéristiques soient quand même réussis. Je veux dire, il faut que le pilote soit capable de garder ses pneus à la bonne température. Il faut que le changement de pneu se fasse bien. Il y a quand même moi, j'aime les courses stratégiques, mais je trouve que si on oblige à 2, ça l'enlève tout l'aspect stratégie où, OK, là, tout le monde va être à 2. Il n'y a personne qui va être à 3. C'est pratiquement impossible. Fait que j'ai l'impression que c'est ce que ça donne la possibilité d'avoir des courses stratégiques. Après ça, c'est sûr que ça fait en sorte que les pilotes poussent moins. Fait que moi, je me demande s'il y a vraiment une solution qui pourrait aider. C'est peut-être de meilleurs pneus. Je veux dire, Pirelli, visiblement, ont de la difficulté à offrir des pneus
sont trop puissants peut-être même. Dans la classe pour la sécurité. Pirelli l'a déjà dit, il serait capable de faire des pneus qui dureraient 100 tours. C'est ça. Ils le font pas parce que justement, ils veulent que la dégradation soit un facteur dans la course. Est-ce que ce serait d'augmenter la dégradation pour que ce soit encore plus compliqué? Pour que si vraiment tu veux faire un tour, un arrêt au puits, il faut vraiment que tu sois bon sur la gestion de tes pneus. Peut-être que ça, mais là, ça engendrerait peut-être d'autres problèmes que la sécurité serait sûrement plus en danger. Fait qu'ils le feront probablement jamais, mais je pense que ce serait ça la solution. Si les pneus tiennent moins, il faut vraiment que tu sois bon dans ta gestion de pneus, sinon t'es mort, puis il faut que t'es mort. T'es dans le trouble, il faut peut-être changer tes pneus. Puis là, s'il y a un autre pilote qui est meilleur que toi dans la gestion, là, il va peut-être réussir. Donc, c'est peut-être ça la solution, plus qu'obligé d'avoir deux aéropuits. Il faudrait peut-être qu'admettons le range de gomme dure. Plus les gommes sont dures en ce moment, plus sont valables, si on veut, dans la grande majorité des cas. Il faudrait peut-être qu'ils rapprochent un petit peu les gommes. Non, je ne me rappelle jamais c'est quoi l'autre. C'est C1 qui est plus dur, hein? C'est C1, ouais. Ouais, c'est ça. Qu'admettons C1, C2, C3 soient un peu plus similaires l'un que l'autre, que le gap entre chacun soit un peu plus proche, puis que la C4, la C5 soit. Il les rend un petit peu plus durables. Comme ça. Il n'y a pas un clair avantage net à go long avec des durs. Et l'autre chose, je pense aussi que l'élimination du point du tour le plus rapide vient un petit peu, comment je te dirais, rendre ça moins intéressant dans le sens que c'est une bonne idée de l'avoir retiré à cause des shenanigans que ça a fait un petit peu avec Daniel Ricciardo qui... quand tu as deux écuries avec des intérêts semi-partagés, ben là, tu peux créer des situations un peu bizarres. En même temps, quand tu as des écuries qui se partagent d'un moteur, etc., là, t'es comme, OK, t'as toujours une espèce de semi-lien entre tes écuries qui peut être un petit peu awkward dans des situations comme ça. Fait que je comprends pourquoi ça a été retiré. Si jamais chacun était complètement indépendant, ça serait différent. Mais je pense que si jamais on ramenait le point bonus du tour le plus rapide, ça pourrait rendre l'obligation de 2 arrêts valable, selon moi. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir, mais j'aimerais avoir aussi votre commentaire là-dessus, à savoir est-ce que c'est une bonne chose de faire 2 arrêts obligatoires avec usage des 3 composés. Donc, ça peut être une décision. Puis, justement, j'en ferai la mention dans le dit et pensé que je vais écrire cette semaine avant le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc, là-dessus, ce sera à suivre sur Substack. Avant de terminer cet épisode, je veux parler de Formule 2 parce que c'était après quelques mois d'attente, c'était le retour de la Formule 2 et contrairement à la Formule 1, le championnat est scellé avec une course à faire puisque Leonardo Fornaroli a été sacré champion avec une manche, 2 courses à faire. Il a terminé 2e derrière Victor Martins, mais avec la 11e place de Jack Crawford et la 6e de Richard Verschoor, il est officiellement champion. Et il y a eu même une petite frousse parce que Arvid Lindblad, qui a terminé 4e, a été placé sous enquête pour une infraction durant la voiture de sécurité, mais avec une possible pénalité, Lindblad aurait été pénalisé et Verschoor aurait été promu à la 5e place, faisant en sorte que le titre se serait joué à Abu Dhabi, mais même là, avec 39 points maximum, et que si Verschoor faisait la totale, il aurait gagné, mais les chances auraient été minces. Donc, finalement, Lindblad a été blanchi et Verschoor est officiellement champion du monde, champion de F2. Donc, il a fait F3 et F2 comme Gabriel Bortoleto l'a fait coup sur coup. Et il est le premier Italien champion de F2 et le premier dans la catégorie depuis, François? Davide Valsecchi, notre idole. Comme
commentateur à F1 TV. Notre hype man préféré. Mais tout ça je vais juste ramener le point, là. On a cru voir un peu un copier-coller au début de la course de F2. Leonardo Fornaroli a eu un départ atroce à la Lando Norris. Honnêtement, ça aurait pu être beaucoup pire. Il a seulement perdu une place, là, mais j'ai cru avoir des flashbacks. Ouais. C'était pas beau. Heureusement, ça s'est bien terminé pour Fornaroli. Donc, maintenant, qu'adviendra-t-il pour son futur? C'est à suivre. C'est incroyable qu'un pilote qui a gagné F3 et F2 back-à-back n'ait toujours pas d'entente avec une écurie de Formule 1. Je pense que ça s'en vient, là. Mais que personne n'a le... T'sais, c'est pas comme jamais c'est un pilote de 24 ans que ça lui a pris plein d'années d'être... Non, il y a 20 ans. Ouais. T'sais, il est prêt, là. Il est mûr. Je veux dire, il y a quelqu'un qui doit sauter dessus, là. Ouais. Mais en même temps, on a vu les dernières années que c'était pas tous les pilotes de champions de F2 qui étaient attrayants pour les écuries. Pourchaire, Lugovic, etc. Ouais. Je sais pas. Peut-être qu'il y en a ceux qui connaissent plus les pilotes que nous ont peut-être des opinions différentes, mais bon. Ben, je veux dire, c'est clair qu'il y a un potentiel quand tu es champion back-à-back des deux catégories à 20 ans. Là. Ouais. Ben, 19 et 20 ans. Là. Mais en effet, regarde, je sais pas, il y a clairement, il doit y avoir une écurie à quelque part qui va prendre une chance avec lui. J'ose croire au moins lui donner une entente comme pilote de développement ou de réserve ou quoi que ce soit. C'est comme je dis, c'est pas quelqu'un qui a pris un énorme temps avant de faire ses preuves. C'est quelqu'un qui semble très, très adaptable, très, très rapide. Donc, hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Exact. Donc, le championnat de F2 est scellé. Donc, il va rester 2 courses, celle de Abu Dhabi, la fin de semaine prochaine. Donc, ce qui reste comme titre, c'est celui de la Formule 1. Alors, avant de conclure cet épisode, je vais vous donner les permutations possibles pour le championnat des pilotes d'ici là. Alors, si Lando Norris termine tout simplement devant Verstappen ou Piastri, il est champion. C'est simple. Si Norris finit sur le podium, peu importe la position, il est champion. Ça, c'est clair. Pour Verstappen, s'il veut devenir champion, il faut que Norris finisse 4e ou plus bas pour qu'il soit champion. Et pour Piastri, Norris doit finir 6e ou pire pour devenir et que Max gagne, là. Quand tu disais qu'il faut que Norris rate le podium, et bien sûr que Max gagne, ouais. Ouais, peu importe le, ben même là, même si Max gagne, il sera quand même champion. Ouais, si Lando est plus haut sur le podium, exactement. Ouais. Puis, en tout cas, ça va être intéressant à suivre parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, là, il semble rien avoir de... On peut rien prendre pour acquis avec McLaren ces temps-ci. Ouais. Donc, Norris a une main sur le titre, mais il ne faut rien tenir pour acquis parce que on l'a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout peut arriver. Oui. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP version après-course. Il reste une épreuve et c'est Abu Dhabi. L'épisode de la semaine prochaine sera diffusé un peu plus tard, voire même le lendemain, parce que monsieur s'en va voir une équipe qui s'est gagnée, c'est-à-dire la victoire de Montréal. Désolé, François. Mais il y a... OK, donc, oui, l'après-course du Grand Prix d'Abu Dhabi sera diffusé un peu plus tard que d'habitude, la fin de semaine prochaine. Donc, ça reste à voir. Mais l'épisode sera disponible sur Spotify, Apple Podcast et partout où le Bulletin GP est disponible en version audio. Il y a aussi le Dit et Pensé qui va revenir sur cette course
où on va parler de ce qui n'a pas été dit dans cet épisode. Et ce sera sur Substack, donc abonnez-vous. Et évidemment, n'oubliez pas le groupe Facebook La Monoplace pour vous abonner. On est disponible sur Facebook. Le bulletin des GP est disponible sur Facebook, Instagram, Threads et surtout sur Blue Sky. Alors, François, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Abdou pour l'invitation. Et on remercie Marc-André qui a dû nous quitter un peu plus tôt. Donc, Abu Dhabi, préparez vos popcorn, préparez votre café parce que ça va être à 8h la course. Mon nom est Abdou Sall, on continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve la fin de semaine prochaine pour le dernier après-course de la saison et qui va être là où on va sacrer le champion du monde. Allez, salut tout le monde! Et dans mon cas, où je vais probablement sacrer tout court.